D'après la Ligue nationale contre l'obésité, en 2024, presque un Français sur deux est en surpoids à l'âge adulte, et 18% sont obèses. L'obésité est une plus grande menace pour le monde que la famine. Si tu nais aujourd'hui, tu as plus de chances de mourir obèse qu'affamé. Au-delà d'influencer la vie en pénalisant le sommeil, la mobilité ou encore l'image qu'on renvoie, l'obésité peut augmenter le risque de maladies du cœur ou du diabète de type 2. L'obésité affecte la santé des os, augmente le risque de cancer et réduit même la fertilité. Fast-food, soda, plats préparés et ultra transformés par les industriels, pas cher, pratique, peut-être létale mais silencieuse pour sûr, la malbouffe est partout. Heureusement, un outil devait nous aider, un outil devait nous sauver. Le Nutri-Score est une arnaque. Oui, tu as bien entendu. Nutri-Score est-il fiable? Pour vérifier ça, my friend, nous allons prendre ce produit. Normalement, c'est un bon produit. On regarde dans les ingrédients. Le premier ingrédient qui arrive, c'est du sucre. Bizarre. Ouais, ce genre de produit, l'huile d'olive vierge extra. Regardez, il nous indique un Nutri-Score C, alors que c'est complètement faux. Faut savoir que ce genre de produit, on est même sur un Nutri-Score A. On entend tout et rien sur le Nutri-Score. Certains l'appellent l'Obiscore. Et d'autres font remarquer que les chocs à pic sont notés A, tandis que l'huile d'olive est notée C. Pourtant, on est tous d'accord pour dire que l'huile d'olive est meilleure pour la santé. Mais alors, ça veut dire que le Nutri-Score est pourri? Ça veut dire que les lobbies t'arnaquent? Et finalement, comment bien manger lorsque la malbouffe et l'alimentation industrielle sont omniprésentes? Dans cette vidéo, on va répondre à toutes ces questions et bien plus. Mais laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo, Matéin. Là, vous vous dites, je comprends plus rien. PKP se fait traiter d'homophobe, mais d'un autre côté, il nous propose une boisson de PD. Alors laissez-moi vous expliquer pourquoi vous avez tort sur les deux points. Premièrement, je ne peux pas être homophobe puisque j'adore Queen. Et deuxièmement, le maté a plein de vertus que vous allez découvrir avec moi. Si vous ne supportez pas le café, ou que vous en avez marre des palpitations et du crash qui suivent sa consommation, je vous conseille d'essayer le maté. C'est d'ailleurs également une excellente alternative aux energy drinks chimiques ou même au pré-workout. Le maté est une infusion naturellement énergisante, riche en vitamines, minéraux et antioxydants. Il contient certes de la caféine, mais également de la théobromine et de la théophiline, qui apportent une énergie plus douce, plus stable et sans crash ni palpitation. Matéin est une petite marque française installée à Grenoble. Comme quoi, tout n'est pas à jeter dans cette capitale écolo du trafic de drogue qui concourt pour être la pire ville de France. Matéin, c'est du maté bio et aromatisé avec de vrais morceaux de fruits, pas de la poudre de merde. C'est sans sucre ajouté et sans arôme artificiel. Si tu souhaites consommer une alternative au café et aux boissons énergisantes, tout en soutenant une entreprise française, profite de 20% de réduction avec le code PKP20 ou directement avec le lien en bio. Merci à Matéin de soutenir mon travail. En France, on a le Nutri-Score depuis 2017. À titre de comparaison, il a été déployé en 2018 en Espagne et en 2020 en Allemagne. En revanche, l'Italie se bat contre son adoption. On en parle un peu plus tard et la raison va vous surprendre. Le fonctionnement du Nutri-Score est très simple. Un logo avec 5 couleurs. En un coup d'œil, on comprend. Vert, très bon. Jaune, moins bon. Et rouge, pas bon. Le message passe très vite et il n'y a pas de question métaphysique à se poser. Mais que se cache-t-il derrière cette notation? C'est vrai, qui décide du score? C'est la marque, le distributeur, le pays? En fait non, c'est beaucoup plus terre à terre. Le Nutri-Score n'est rien de plus qu'un score issu d'un calcul par points. Pour chaque produit, on calcule son score pour 100 grammes, ou 100 ml si c'est un liquide. Certains aliments considérés comme négatifs font baisser la notation, par exemple le sucre ou le sel. Et d'autres, considérés comme positifs, améliorent la notation, par exemple les protéines ou les fibres. Là vous pourrez penser, ok c'est bon, j'ai compris le Nutri-Score. En fait c'est simple, je sais comment ça fonctionne. Mais en fait non. Parce que tu ne sais toujours pas pourquoi les chocs à pic sont mieux notés que l'huile d'olive. Alors avant de vous donner la raison, qui d'ailleurs est très simple, je dois vous dire une chose. L'algorithme a été modifié en 2025 en France. En fait, pour certains produits comme le fromage ou les huiles, les règles ont été affinées, et donc les notes ont été changées. Par exemple, l'huile d'olive notée C devient B. C'est une bonne chose car tant que vous n'en buvez pas des pintes, l'huile d'olive n'est pas mauvais pour la santé, contrairement à ce que le C pouvait suggérer. Sauf que tout n'est pas rose. Un peu plus tard dans la vidéo, on abordera les limites du Nutri-Score, car elles sont nombreuses. Mais laissez-moi d'ores et déjà pointer du doigt un problème. Vous l'avez compris, le Nutri-Score a été mis à jour. Sauf que les industriels ont 2 ans pour appliquer le nouveau calcul, et certains ne sont pas pressés. Si vous êtes câblé normalement, ça fait toc dans votre tête. Il est en circulation l'ancienne et la nouvelle version, et elles se confondent. Et oui, dans le cas de l'huile d'olive, j'ai tout intérêt à mettre le nouveau Nutri-Score, car ma note s'améliore. Mais dans le cas des IOP, plutôt qu'afficher un D pourri, je vais plutôt patienter et garder mon B le plus longtemps possible. Bon, tout ça c'est gentil, mais diable, les chocs à pic sont mieux notés que l'huile d'olive. En fait, la raison est simple. Cette comparaison est stupide et n'a pas lieu d'être. Très peu de gens le savent, et d'ailleurs c'est un problème, mais l'objectif du Nutri-Score est de comparer des aliments de la même famille. Par exemple, on ne peut pas comparer le Nutri-Score du lait avec celui des compotes. Il faut comparer des produits similaires. Donc comparer des huiles entre elles, ça fonctionne, mais comparer une huile avec des céréales, ça ne veut rien dire. Par exemple, si vous souhaitez comparer des boissons, l'eau est évidemment classée A.
Mais avec l'ancien algorithme, le Coca Zéro était classé B, car il ne contenait pas de sucre. Aujourd'hui, avec le nouvel algorithme, il est Nutri-Score C, car les édulcorants, c'est-à-dire les additifs utilisés pour donner une saveur sucrée, comme l'aspartame ou la stevia, sont pris en compte. Bref, le calcul du Nutri-Score évolue et s'améliore. Malgré tout, il reste largement imparfait. Mais avant de discuter de ses limites, j'aimerais parler des lobbies. Bon, à ce stade, vous l'avez compris, le Nutri-Score fait plus grincer des dents chez les industriels qu'il ne leur rend service. D'ailleurs, sa mise en place a été combattue par ces industriels. Aujourd'hui, certains lobbies continuent de lutter contre le Nutri-Score, et notamment militent pour qu'il ne devienne pas obligatoire. Ce qui est drôle, c'est que ces lobbies propagent des arguments visant à discréditer le Nutri-Score. Et ces arguments sont repris par des influenceurs qui, justement, se disent anti-lobby. Donc t'as des mecs qui luttent contre le Nutri-Score en pensant lutter contre les lobbies, alors qu'en réalité ils ne sont que les idiots utiles qui renforcent ce qu'ils prétendent vouloir détruire. Je vous laisse en commentaire me faire des parallèles politiques, parce que pour le coup, des mecs qui prétendent défendre quelque chose, mais qui en réalité font tout l'inverse, c'est pas ce qui manque. Et si vous suivez la chaîne, vous avez forcément des choses à dire. Pour revenir au Nutri-Score, c'est les entreprises qui décident ou non de l'imposer. L'Union Européenne, qui adore imposer des règles, discute d'une obligation. Mais ce n'est pas encore passé. Donc certaines marques décident de ne pas afficher le Nutri-Score. C'est le cas par exemple de Ferrero, notamment avec cette immondice qui est le Nutella. D'autres marques, comme Bjorg, l'ont retiré après l'avoir affiché pendant un temps. Ces décisions démontrent un impact sur les ventes. Et oui, si le Nutri-Score, enfin surtout les mauvais classements, ne baissait pas le chiffre d'affaires, toutes les marques joueraient le jeu. Mais business is business. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de l'Italie, qui refuse le Nutri-Score. En fait, en 2022, l'autorité de la concurrence italienne l'a rejeté en avançant qu'il désavantageait certains produits italiens, comme l'huile d'olive ou le parmesan. Ne rigolez pas, car en France, Annie Genevard, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire de la France, a critiqué la mise à jour du Nutri-Score, qui pénaliserait certains produits français comme le fromage ou la charcuterie. Est-ce que pour autant il faut arrêter de manger du jambon cru? Pas forcément. Malgré tout ce qu'on a dit, malgré tout ce qu'on a vu, le Nutri-Score est loin d'être parfait. Et oui, vous croyez vraiment qu'avec un code couleur compréhensible par un enfant de 4 ans, on peut synthétiser l'ensemble du potentiel santé d'un aliment? Bien sûr que non. Déjà, il y a plein de dimensions qui ne sont pas couvertes. Le Nutri-Score ne prend en compte ni le degré de transformation, ni la présence d'additifs chimiques comme les nitrates ou les colorants, ni les résidus de pesticides, etc., etc. Par exemple, tu peux avoir un soda light estampillé d'un solide B alors qu'il est ultra transformé. Ou à l'opposé, tu peux avoir une salade qui en réalité est encore bourrée de pesticides. Mais ce n'est pas le seul problème. Vous vous souvenez, je vous ai expliqué que pour chaque produit, on calcule son score pour 100 grammes ou 100 ml si c'est un liquide. Sauf que ça ne reflète pas toujours la portion réellement consommée. Par exemple, le beurre est systématiquement Nutri-Score E. En pratique, une tartine c'est 10 grammes. Ou 15 si vraiment vous êtes des porcs. On est loin des 100 grammes de référence. De plus, le Nutri-Score ne prend pas en compte et ne valorise pas la présence de vitamines ou de minéraux, comme le zinc, le magnésium, etc. En revanche, il attribue des points positifs si l'aliment contient des fibres, mais il ne fait aucune distinction en fonction de la qualité. Par exemple, les fibres solubles qui sont bénéfiques pour la digestion, les microbiotes et la régulation glycémique sont traités à la même enseigne que les fibres ajoutées artificiellement comme le polydextrose. Résultat, un produit ultra transformé et enrichi artificiellement en fibres peut gratter des points sans être réellement meilleur pour la santé. Enfin, pour clôturer les limites du Nutri-Score, j'aimerais rappeler qu'aucune dimension seule ne peut résumer le potentiel santé d'un aliment, et que c'est aussi la diversité qui fait la qualité de l'alimentation. Notre corps a besoin de plein de choses et on ne peut pas tout résumer avec un logo coloré. Franchement, à ce stade, j'ai envie de vous parler de nutrition, et d'aborder des bases comme les calories, les macronutriments, etc. Mais pour ne pas alourdir cette vidéo, je le garde sous le coude. Dites-moi si ça vous intéresse. Bon, et sinon, à condition de comprendre comment il fonctionne, le Nutri-Score est un bon indicateur rapide. Il faut certes tout de même avoir conscience qu'il reste imparfait, mais malgré tout, il permet de comparer hâtivement des produits entre eux. Par exemple, pour repérer une boisson trop sucrée ou des chips trop salés. Mais il ne faut pas le surinterpréter et au hasard manger un produit noté A en illimité comme si c'était open bar. Il ne faut pas non plus oublier qu'il ne prend pas en compte le degré de transformation des aliments. Ce qui à mon sens est pourtant capital. À ce sujet, je vous conseille de jeter un œil à l'excellent Parlons Franc. Si vous ne le connaissez pas, c'est un paysan qui met entre autres en valeur le terroir et les produits de qualité. Il ne sait pas que je parle de lui, alors je vous invite sincèrement à le soutenir. Allez. Vous pensez que c'est du jambon? Non, c'est pas du jambon ça, c'est de la merde. Il y a des problèmes du jambon industriel, c'est que vous pensez manger de la viande, mais en fait ça c'est tout sauf de la viande. C'est des tout petits morceaux compacts, c'est du hachis, c'est de la bouillie de viande qu'on vient mettre compressée et en faire un jambon. Un vrai jambon c'est pas ça. Afin d'éviter de céder à la facilité, à la malbouffe et de manger n'importe quoi fabriqué par des industriels, il est essentiel d'avoir un minimum d'éducation nutritionnelle. Pour votre santé et votre bien-être, je vous encourage à consommer des produits peu transformés. Des fruits, des légumes, des œufs, il y a tellement de bons produits. Allez faire un tour chez votre fromager, chez votre boucher, chez votre primeur. Soutenez non seulement le local, mais surtout votre corps. Si vous mettez du diesel dans une essence, ça ne fonctionne pas. Si vous arrosez une plante avec de la pisse, ça ne fonctionne pas. Si vous éteignez un feu avec de l'huile, ça ne fonctionne pas. Si vous vous alimentez avec de la bouffe de merde, ça ne fonctionne pas non plus.
abonne-toi et partage cette vidéo à quelqu'un qui n'aime pas manger de la merde. Je rappelle que mes vidéos censurées par YouTube sont disponibles sur Tipeee. Tu sais à quel point c'est important d'augmenter le référencement, alors passe à l'action. Rejoins-moi sur Instagram pour des exclusivités et les coulisses. Encore merci à Mathéine de soutenir mon travail. Je te dis à la prochaine, et d'ici là, pourquoi pas.